Merci Guillaume, bienvenue pour cette première table ronde de la matinée Hub One Digital D. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau plusieurs intervenants et avec eux nous allons parler de comment concilier résilience, sécurité et performance des réseaux en accès restreint. Alors pour parler de cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Christophe Le Guéniec, directeur des infrastructures IT chez Lefebvre Sarru. Bonjour. Bonjour. Thierry Schnellzauer, qui est DSI de Galeries Lafayette. Bonjour. Victor Arvidsson, qui est directeur stratégie, innovation et relations industrielles chez Ericsson. Bonjour. Bonjour. Farid Kanouche, qui est directeur commercial division télécom chez Hub One. Bonjour. Bonjour. Et nous avons en distanciel Raphaël Marichès, qui est expert en cybersécurité et qui est membre aussi du CESA. Bonjour. Alors peut-être pour lancer la première question et le premier débat, Christophe Le Guéniec, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement un petit peu Lefebvre Sarru et puis de voir où c'est que vous en êtes dans la transformation digitale et puis nous dire justement en quoi vous avez des accès restreints. Alors le groupe Lefebvre Sarru, c'est un groupe d'édition spécialisé dans le juridique, social et fiscal. C'est une vingtaine de sociétés réparties sur l'Europe. Le travail de la transformation digitale a commencé il y a une dizaine d'années avec un gros travail de transfert du papier sur du numérique et s'est accéléré il y a 4-5 ans avec la cloudification de nos infrastructures, de notre téléphonie et s'accélère encore plus avec notamment l'événement du Covid où on voit en l'espace de quelques mois une transformation, je dirais, dans les usages de l'informatique. Donc on travaille beaucoup là sur on appelle ça la workplace, flexibilité des utilisateurs. Donc, c'est des sujets qui ont été abordés en partie, mais qu'on est en train d'accélérer. Et dans votre transformation digitale, les rapports que vous avez, par exemple, avec Hub One, vous avez travaillé sur quel type de sujet? Avec Hub One, on a fait un gros projet de virtualisation de toute l'infrastructure de téléphonie, de vidéoconférence, de tous les outils d'ACD, de SVI. Et quand on parle d'accès restreint, ça évoque quoi alors chez Lefebvre Sarru? Le changement qu'on voit, c'est les utilisateurs sont de plus en plus à l'extérieur de l'entreprise. C'est un changement majeur par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et c'est clair que le poste de travail devient un point de vulnérabilité de l'entreprise. Et donc, on est obligé, je dirais, de renforcer. C'est pour ça qu'on a des projets très orientés sur le poste de travail pour le sécuriser, parce que les gens, demain, devront travailler de n'importe où, en fait. Donc, on a focusé énormément sur la sécurité et les accès restreints de ces postes, parce que ils accèdent à tout de la SI depuis l'extérieur, chose qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. La plupart du temps, les gens travaillaient dans les bureaux et il y avait une sécurité spécifique dans les bâtiments, en fait. Thierry Schnellzauer, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les Galeries Lafayette, même si beaucoup de gens connaissent les Galeries Lafayette? Et puis, pareil, même question sur où c'est que vous en êtes dans votre transformation digitale? Donc, les Galeries Lafayette, le BHV Marais fait partie du groupe Galeries Lafayette, qui regroupe les enseignes Mauboussin, La Redoute, et donc Galeries Lafayette, BHV Marais. Effectivement, la transformation digitale de l'entreprise, en tout cas des Galeries Lafayette, fait partie intégrante de la stratégie. Ça a commencé effectivement il y a un peu plus d'une dizaine d'années et ça s'est accéléré sur les 5 dernières années. Effectivement, on va utiliser les mots que beaucoup utilisent, le cross-canal, l'omnicanal. Effectivement, faire le lien entre notre plateforme e-commerce et toute l'offre qu'on peut proposer en ligne avec nos magasins et nos vendeurs. Surtout le côté effectivement humain de nos vendeurs qui, entre leurs mains, ont des outils digitaux pour répondre encore plus aux attentes de nos clients. Donc effectivement, dans le cadre effectivement de la transformation digitale et du partenariat avec Hub One, ça a été des chantiers de déploiement de Wi-Fi pour assurer la connectivité de ces smartphones qu'on a mis entre les mains de nos vendeurs, le déploiement de smartphones qui portent des applications en vue de répondre à nos clients de façon plus opérante et effectivement la sécurité qu'on met en place sur ces smartphones pour assurer effectivement qu'au travers de ce canal d'entrée dans notre système d'information, ce qu'on donne entre les mains de nos utilisateurs soit le mieux maîtrisé possible. Alors aujourd'hui, tous les magasins sont couverts en Wi-Fi ou c'est encore évolutif? Ils sont tous couverts en Wi-Fi, pas tous avec la nouvelle solution, mais en tout cas, on y travaille pour que le déploiement se fasse le plus rapidement possible. Et par contre, l'ensemble de la force de vente, que ce soit à Paris Haussmann ou dans nos magasins, ont un smartphone entre les mains pour justement
être en capacité de porter et supporter tous ces nouveaux process qu'on met en place au magasin. Donc, en exemple, quand un client vient dans un magasin de province ou à Haussmann et souhaite un modèle ou une taille particulière qu'il ne trouve pas en rayon, c'est un moyen pour le vendeur d'être en capacité de lui dire s'il l'a directement ou de lui faire parvenir dès le lendemain dans les autres magasins. Farid Kanouche, on a entendu deux exemples là. Quand on est chez Eubouane, c'est quoi les bonnes pratiques justement pour assurer une bonne transformation digitale comme ça? Alors, pour nous, la bonne pratique, elle consiste à s'atteler à suivre 4 grands points majeurs. Le premier point, c'est d'abord de comprendre l'environnement économique et du marché du client en question pour savoir exactement quels sont leurs challenges. Le deuxième point vient dans le fait qu'on va pouvoir auditer derrière le réseau, parce qu'on parle d'abord d'environnement marché, mais ensuite on va parler du réseau pour savoir comment aujourd'hui le client supporte les technologies qu'il a mis en place et si elles peuvent faire face ou non à une évolution plus ou moins compliquée. À l'issue de ça, on va proposer des technologies innovantes, l'idée étant toujours de réfléchir à proposer des solutions qui répondent à leurs besoins d'aujourd'hui, mais surtout à court et moyen long terme. Aujourd'hui, les technologies évoluent énormément, donc il faut pouvoir mettre en place des solutions qui soient en mesure de supporter des réseaux beaucoup plus robustes et résilients. Et enfin, à partir du moment où on a fait cette transformation digitale, eh bien, on s'attaque à la cybersécurité, forcément, puisque dès lors que vous ouvrez au digital, ça veut dire que vous ouvrez des portes vers l'extérieur. Et dès lors que vous êtes exposé au marché, entre guillemets, Internet et autres, eh bien, vous faites face à des attaques potentielles. Et c'est là où on va amener aussi une compétence supplémentaire que le client prend ou pas, ça dépend, mais pour l'accompagner justement dans la sécurisation de son réseau. D'accord, donc on a vu qu'il y avait plein d'éléments. On va revenir sur la cybersécurité un petit peu plus tard dans la table blanche. Victor, un des éléments dont on vient de parler, c'est la notion de mobilité. Alors, Ericsson est un équipementier de téléphonie mobile. Comment vous voyez justement ces évolutions en matière de mobilité? Alors merci, on les voit déjà maintenant avec la 4G. Enfin, l'intérêt principal de la mobilité, c'est un peu trivial de le dire, mais c'est de s'affranchir de la connectique câble. Il y a des cas industriels où effectivement ça fait une vraie différence en étant câblé avant et on passe en mobilité. Après, l'intérêt effectivement de la 4G et après de la 5G, c'est qu'on peut évidemment monter en débit, on peut connecter beaucoup plus d'objets, on peut travailler sur la qualité de service, il peut y avoir beaucoup plus d'interactivité, sécuriser beaucoup plus les solutions, on peut faire des qualités de service dédiées. Et donc, on commence à voir pas mal de cas d'usage dans plusieurs segments. Dans le segment industriel, un des premiers cas d'usage qui arrive vraiment sur le marché, c'est de faire, par exemple, équiper les techniciens de lunettes en réalité augmentée, ce qui permet effectivement de les guider à distance, de faire une formation à distance. On ouvre, par exemple, une usine au Texas et c'est les gens d'Estonie qui les forment à distance, sachant qu'en plus, ça tombe bien que le Covid ne peut pas se déplacer, donc le cas d'usage est tout trouvé. Après, il y a aussi pas mal, dans les environnements industriels, il y a pas mal de véhicules autonomes qui peuvent circuler comme ça de manière beaucoup plus flexible et rapide avec la 5G. Il y a aussi des drones industriels, des drones de maintenance, des drones de surveillance, aussi des engins contrôlés à distance dans les environnements miniers ou même sur les sites industriels. Et vous disiez quand on préparait justement cette table ronde que ça va être évolutif, c'est pas quelque chose qui va passer du jour au lendemain, on va pas basculer, donc il faut y aller aussi progressivement. Oui, c'est tout à fait progressif. En fait, on voit qu'on n'a pas besoin d'attendre le grand soir de la 5G. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites en 4G. On peut tester les cas d'usage, prouver qu'il y a vraiment un business model et que qu'il est vraiment quantifiable et tangible. Après, évoluer vers la 5G. Puis il y a aussi des cas, effectivement, de passage de la Wi-Fi vers la 4G ou vers la 5G. Il y a par exemple maintenant, dans certains pays, des expérimentations pour même remplacer le Wi-Fi d'entreprise, qui est un peu le Wi-Fi qu'on connaît tous quand on n'a plus de câble Ethernet, par de la 5G, ce qui permet aussi d'augmenter la qualité de service et les performances du réseau. Donc, mais c'est tout à fait progressif. Oui. Alors, Christophe, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a un événement que tout le monde a subi, qui est la pandémie du Covid-19, qui a bousculé beaucoup de choses, entre le confinement, la bascule en télétravail. Quand on est des entreprises comme les vôtres, comment on fait pour gérer justement ce confinement et puis cette bascule en télétravail? Et plus globalement, est-ce que finalement la transformation digitale vous a aidé à passer un cap ou à passer le cap? Alors, ça a été effectivement assez brutal, puisque je crois qu'on a eu 3 jours pour s'y préparer. La chance qu'on a eue, c'est qu'on avait travaillé quelques années avant sur
la cloudification d'une grosse partie de nos infrastructures. Et donc, on avait préparé des choses sans savoir qu'un jour, ça allait potentiellement servir à ce niveau. Donc, ça n'a pas été une grosse difficulté. On a réussi à basculer quasiment 1500 utilisateurs sur la France et sur l'Europe aussi, assez facilement, parce que les infrastructures étaient prêtes, en fait. Les seuls sujets sur lesquels on a eu quelques problèmes, c'est comme dans toute société qui a un historique, c'est les applications legacy qui sont pas, je dirais, forcément super compatibles pour des accès à distance. Donc ça nous a généré beaucoup de travail manuel parce qu'il a fallu faire monter des rebonds pour pouvoir utiliser ces applications dans de bonnes conditions. Vous n'avez pas pris parti que les gens viennent récupérer. Oui, donc et puis aussi on n'avait pas équipé tout le monde en portable. Donc ça aussi, dans l'urgence, il a fallu, pouvoir donner des accès depuis des PC qui étaient restés dans les bureaux ou alors des PC personnels. Donc, on a demandé aux utilisateurs d'utiliser leur PC personnel quand on n'était pas capable de fournir du portable. Ça a été, en 3 jours, c'était pas capable de fournir 700 PC. Mais globalement, ça s'est bien passé. Et du coup, on a eu un retour d'expérience parce qu'on a vu qu'effectivement, les legacy posaient beaucoup de problèmes. Donc, on a un travail là pour essayer de les virtualiser, les rendre plus facilement accessibles depuis l'extérieur. On a vu aussi des goulots d'étranglement dans notre infrastructure parce qu'elle n'était pas taillée, je dirais, pour renverser le mode de fonctionnement. Donc, on a agi pendant cet été aussi pour revoir toutes les plateformes d'accès à distance. Et puis aussi sur la sécurité, on s'est aperçu que les mises à jour, quand les PC sont à l'intérieur du réseau, c'est très simple. Et quand ils sont dispatchés chez tous les utilisateurs, ça craque par endroit parce que c'est des updates, ça représente du volume, etc. Et voilà, c'était pas prévu pour. Donc on a identifié beaucoup de petits chantiers à fixer, mais globalement, on a en une semaine, je pense toute la boîte travaillait en télétravail. On a en plus un métier qui est assez, compatible avec du télétravail. On a beaucoup de rédacteurs, beaucoup d'informaticiens, donc ça pose pas de problème. Et vous avez aussi un centre d'appel, non? Je crois que vous avez. Oui, on a un centre d'appel. Alors ça. Là, on a été super content de notre investissement qu'on avait fait, 18 mois avant, où effectivement, ça aurait été un vrai problème parce qu'on aurait été obligé de faire revenir les gens sur site pour faire la hotline, etc. Là, en fait, on a redistribué toute la hotline, tout le support client avec des gens chez eux, mais en travaillant de la même façon, c'est-à-dire avec le coordinateur qui pouvait piloter les gens qui répondaient, etc. Donc, ça a été génial. Est-ce que ça a permis d'accélérer certains projets qui étaient peut-être en oui, bien sûr. Oui, ce qui va être accéléré, c'est tout le travail autour de la workplace. On avait beaucoup de projets en tuyau. Et là, je pense que tout est accéléré aussi sur les infrastructures d'accès à distance. Donc là, oui, ça va. C'est un catalyseur de projets qui avait été imaginé, mais voilà, il y a tellement de choses à faire qui ne sont pas forcément prioritaires. Là, c'est passé sur le top de la pile, clairement. Thierry Schneizauer, pareil, même question. Est-ce que ça a été un coup de boost pour, le digital? Et puis, comment vous l'avez géré surtout? Effectivement, il y a les mêmes aspects qu'on vient d'entendre sur la partie les équipes sièges, où on va dire effectivement le passage rapide en télétravail s'est très bien passé, mais le plus gros challenge qu'on avait à relever, c'était effectivement la fermeture des magasins et du coup le maintien du lien entre l'enseigne Galeries Lafayette et les clients qui ne pouvaient plus venir en magasin. Donc il a fallu réinventer et trouver des nouveaux moyens de rester en contact, de mettre en avant encore plus notre face digitale au travers de notre site e-commerce. Donc, ça a été l'opportunité de présentation, de mise en œuvre de nouvelles initiatives qui se sont mises en place en moins d'une semaine pour certaines. Je peux vous citer par exemple le lien qu'on a pu mettre en œuvre avec nos clients qui voulaient rentrer en contact vidéo avec certains vendeurs qui étaient en magasin. Donc là, il faut effectivement, avec du flux vidéo, supporter des débits de conversation vidéo et d'échange. Et du coup, ça a été vraiment un vrai booster de nouveaux business models ou nouvelles pratiques, en tout cas dans la relation entre client, vendeur et l'enseigne. Et ça veut dire qu'on renforce toute la partie justement mobilité, ça veut dire on met des éléments supplémentaires à l'intérieur des magasins? Alors, du coup, en termes d'infrastructure ou en termes de matériel, non, parce qu'ils avaient tout déjà à disposition. Par contre, c'est rapidement mise en œuvre de nouvelles applications, de nouveaux process qu'on a déployés avec l'aide justement de Boine sur les terminaux qu'on avait en magasin pour que derrière, ces process-là puissent être supportés et le service puisse être proposé à nos clients.
Est-ce qu'il y a d'autres business qui ont été créés en dehors de l'exemple que vous avez cité? On a des chantiers en gros sur l'optimisation du back-office magasin pour justement tout digitaliser tous les process de visibilité des stocks, mise à disposition des stocks, vente à distance, parce que vous l'imaginez bien pour un magasin comme Haussmann qui a une grande part de sa clientèle à l'international et qui donc peut pas se rendre en magasin, c'est donner l'opportunité à nos clients de voir la marchandise, mais de la voir aussi chez elles très rapidement, chose qu'on avait de façon, je vais dire, artisanale, mais qu'on a complètement digitalisé, en tout cas en quelques mois, pour justement répondre aux attentes des clients qui ne pouvaient pas être sur place et vers qui, du coup, la marchandise peut maintenant être expédiée rapidement. Farid Kanouche, même question. Déjà, vous, comment vous avez géré ça? Puis comment, surtout, vous avez accompagné les clients dans cette période un peu particulière? Alors, actuellement, durant cette phase de Covid, en réalité, on a fait face à des problématiques de bande passante qu'il fallait vite combler. Donc, pour nous, les mots-clés, c'était renforcer et garantir la continuité de service, clairement. Donc, c'est ce qu'on a pu faire, finalement, grâce aux technologies qu'on avait mises en place au sein d'Hub One. Hub One, comme vous le savez, est né dans le monde des aéroports, enfin, des aéroports parisiens, on va dire. Et donc, notre ADN a toujours été de faire face à des environnements très contraints, avec une réactivité. Et pour cela, on a réfléchi depuis des années à comment faire pour être réactif le plus simplement possible. Et la cloudification, quelque part, c'est quelque chose que nous, on a mis en place depuis plusieurs années, que ce soit pour la solution voix dont parlait tout à l'heure Christophe, comme les solutions de type hotspot Wi-Fi, c'est-à-dire les portails de connexion, etc. Et donc, ça nous a permis, et on a généralisé ça pour l'ensemble des prestations de support réseau. Donc, grâce à ça, on a pu justement garantir cette continuité de service et surtout activer des solutions de type collaborative, parce que c'était une demande forte à ce moment-là. Assez rapidement, on était capable, dans la journée, en quelques heures, de pouvoir donner les accès à des nouveaux services collaboratifs évolués pour justement faire face à cette demande qui pressait, pour pouvoir continuer à faire fonctionner le business des entreprises. D'accord. Vous avez des exemples? Typiquement, on avait, je peux pas donner forcément le nom de société, mais on a des sociétés qui nous ont appelés parce qu'ils avaient besoin d'activer des services plus sur notre offre MyCollab, donc des services premium, parce qu'ils avaient besoin, avant ils fonctionnaient avec le service standard, et ils avaient besoin d'avoir un peu plus comment dirais-je, de capacité pour justement échanger des fichiers, faire de la vidéo, etc., ce qu'ils n'avaient pas pris en option au préalable. Eh bien, on a pu l'activer. D'autres sociétés sont venues aussi nous dire, voilà, j'ai des problématiques, j'ai besoin d'avoir un peu plus de bande passante et d'assurer la sécurité. Alors, je parlais d'un terme un peu barbare, c'est pour justement les protéger des attaques DDoS, c'est-à-dire si vous voulez, de déni de service. Et ça, pareil, il a fallu activer des licences rapidement, mais tout ça, c'est fait à distance. On n'a pas eu besoin d'aller sur les routeurs ou sur les serveurs pour pouvoir déplacer quelqu'un. Ça s'est fait depuis notre NOC et on a pu, comme ça, accompagner nos clients face aux différents challenges. Alors, ça fait une bonne transition. Je vais rentrer en contact avec Raphaël Marichès. Raphaël Marichès, vous avez entendu un petit peu les conversations où la notion de sécurité était importante. Est-ce que, justement, pendant cette période de confinement, cette période de pandémie, la sécurité était… Comment on pouvait gérer la sécurité? Eh bien, ça dépend vraiment de la maturité de la transition numérique des entreprises et c'est assez inattendu finalement. Personne ne s'y attendait avant cette crise. En gros, voilà, il y a un spectre de maturité en transition numérique. Les entreprises qui sont très matures ou celles qui sont en fait des digital natives, donc celles qui ont démarré directement sur des produits numériques. Pour elles, le télétravail était juste une formalité administrative, une formalité RH, donc pas vraiment de difficulté. À l'autre extrême, et je pense beaucoup aux artisans, aux entrepreneurs locaux, aux bâtiments, à la logistique, à la manufacture. Celles-là n'étaient pas du tout matures pour aller sur le cloud, pour aller sur des digital workplace. Elles n'avaient pas d'outils collaboratifs. Elles ont dû s'arranger en urgence. Et là, pour elles, ça a été extrêmement dangereux. Puisqu'en fait, elles sont allées sur des offres gratuites avec des niveaux de licence qui étaient des licences par défaut, sur des outils collaboratifs, des outils de visio qui étaient mal configurés, qui étaient configurés pour le grand public. Elles ont ouvert des ponts entre Internet et leur système d'information qui n'étaient pas préparés à ça, typiquement pour faire de la prise de main à distance sur des bureaux virtuels ou pour mettre en place des webmails, des messageries par un simple mot de passe sur Internet avec du BIOD, du Bring Your Own Device, des dispositifs personnels, et même pire que ça, on a vu aussi des partages de fichiers en ligne qui étaient spontanément générés par des entités métiers
sans aucune protection particulière, voire même des partages de disques durs ou de clés USB entre collègues qui se recroisaient, voire même des ordinateurs qui étaient au bureau et qu'on emmenait chez soi. Donc vraiment beaucoup de prise de risque, un retour à la normale très difficile. Alors ce que j'entends sur cette table ronde, c'est quand même un intermédiaire, ce qui est quand même heureusement le cas de la plupart des grandes entreprises. Les petites ne pouvaient pas le faire, mais les grandes entreprises avaient déjà pour la plupart démarré plusieurs projets de transformation numérique, effectivement en silo, je l'ai entendu, effectivement avec beaucoup de prudence, notamment vis-à-vis de la sécurité. Et finalement, la période actuelle a considérablement accéléré, et je ne vais pas revenir, vous l'avez dit, elle a considérablement accéléré le déploiement de cette activité métier dans des technologies cloud native. Et ces entreprises-là ont beaucoup plus réussi en fait la transition. Oui, je vous coupe juste pour rebondir sur cette partie. C'est effectivement accélérer j'allais dire la prise en compte de la cybersécurité, mais j'allais dire au-delà même de la période de pandémie, comment on peut intégrer la cybersécurité dans un projet de transformation digitale? Est-ce que c'est finalement qu'une question de technologie, ou est-ce qu'il y a aussi une question plutôt de volonté de communication? Non, c'est du process et de la volonté, je pense. Alors, avant, effectivement, on était sur des projets, des méthodologies projets assez classiques avec des spécifications, beaucoup de prudence, un cycle en V, de l'intégration de la sécurité avec des analyses de risque à l'ancienne. Et Farid, j'aime bien ce que Farid a dit tout à l'heure, il a dit le client prend ou pas la sécurité dans les offres que vous faites. En fait, on ne peut pas infliger de l'aide, on ne peut pas non plus infliger de la sécurité à quelqu'un qui n'en veut pas. Néanmoins, il faut que le client ou que l'utilisateur prenne ou pas la sécurité, mais en connaissance de cause. Donc, il y a quand même fondamentalement cette gestion du risque à avoir. Cette gestion du risque, elle vient effectivement de la volonté du métier ou de l'utilisateur. Et contrairement au grand cycle en V, on a quand même de l'espoir, je trouve, dans la transition numérique. C'est qu'en fait, on va distiller une culture de sécurité en permanence dans les différents projets, en permanence, et ça doit venir des utilisateurs, ça doit venir du métier, ça doit venir des chefs de projet, des directeurs métiers qui se rendent compte qu'il y a des risques. Alors bien sûr, il y a les sujets capacitaires que vous avez évoqués, les licences, la tuyauterie, etc. Mais ça va se résoudre, et ça va se résoudre en sécurité à condition qu'on ait des personnes en face qui sont acculturées au digital. Et la bonne nouvelle, dans ce contexte, je m'arrêterai là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a aujourd'hui des jeunes, des product owners, des scrum masters, des développeurs DevOps, pour qui le vocabulaire de la sécurité informatique, technique, est finalement assez naturel. Quand on leur parle de connexion à distance SSH, de chiffrement TLS, d'identification multifacteur, c'est devenu des réflexes quasiment pour eux. C'est pas comme il y a une dizaine d'années où on avait des gros projets un peu lourds. Pour eux, c'est devenu des réflexes. La dépérimétrisation des systèmes d'information est devenue un réflexe. L'utilisation du cloud computing avec des options normales de sécurité est devenue un réflexe. Je pense qu'il faut s'appuyer de plus en plus sur les métiers et sur des personnes qui sont acculturées au digital dans les métiers, parce que c'est de là que viendra la volonté de faire de la sécurité ou pas. Christophe Lequignac, quand on parle de cybersécurité, par exemple, pour vous, qu'est-ce que vous installez comme type d'outil de cybersécurité? Je crois que quand on avait parlé en préparant aussi cette table ronde, vous expliquiez qu'il ne fallait pas mettre non plus tous les œufs dans le même panier, par exemple, notamment je pense sur le cloud. Comment vous percevez justement cette cybersécurité? Comment vous l'adressez? Nous, on avait fait un choix il y a 4 ans de cloudifier quand même pas mal de solutions de sécurité parce qu'on sentait qu'il y avait déjà un changement dans les usages des utilisateurs. Donc, on a fait beaucoup de choix de solutions sur le cloud de sécurité qui permettent en fait de sécuriser aussi bien les gens quand ils sont dans les locaux que quand ils sont à l'aéroport, dans les hôtels ou chez eux. Donc ça, c'était un des premiers axes, je dirais, qu'on avait travaillé et c'est pour ça que ça s'est bien passé pendant le Covid parce qu'on était capable de protéger même à l'extérieur. Après, sur les produits qu'on développe, etc., je rejoins ce qui était en train d'être dit, on travaille de plus en plus en mode agile, donc avec des squads pluridisciplinaires. Et c'est vrai que maintenant, dans les équipes, il n'y a pas uniquement, on décloisonne complètement. Et dans les équipes, on va avoir des gens qui vont avoir des sensibilités sur la sécurité et donc qui vont apporter, je dirais, par rapport au sujet qui est traité, le juste niveau de sécurité, pas en faire trop ou pas appliquer des recettes systématiques. On adapte en fonction du contexte de la plateforme, des données qu'il y a à sécuriser, des risques qui sont identifiés. Donc, on est plutôt sur une approche, je dirais, tactique de la sécurité et pas mastodon, on applique la même chose de partout. C'est chirurgical, en fait. Mais pour faire ça, il faut vraiment avoir des équipes de type squad, pluridisciplinaires,
Et c'est bien parce qu'en fait, les métiers qui n'étaient pas forcément familiarisés avec la sécurité peuvent échanger avec des gens qui ont cette culture et vice-versa. Les gens de la technique ne sont pas forcément au courant des problématiques métiers et ça fait grandir tout le monde en fait. Thierry, pareil, même question. Est-ce que finalement, vous avez le même diagnostic et surtout les mêmes remèdes en matière de cybersécurité? Alors, la difficulté, on va dire, de notre côté, c'est effectivement la population complètement hétérogène qu'on peut avoir au sein des employés Galeries Lafayette, qui va du vendeur jusqu'aux personnes du siège, et donc la maturité qui n'est pas la même en termes de cybersécurité. Et forcément, on avait activé, en tout cas d'un point de vue IT, l'implémentation de solutions sécurité pour l'accès au réseau, les différents devices qui sont mis à disposition des collaborateurs. Mais ça passe, et c'est aussi beaucoup passé en fait par de la sensibilisation auprès des équipes. Et quelque part, ces canaux que sont les smartphones qu'on mettait entre les mains des vendeurs ont permis justement de les sensibiliser et du coup les amener vers cette transformation digitale et le côté sécurité par la mise en place de e-learning, de courtes vidéos de sensibilisation pour expliquer à n'importe quelle population d'utilisateurs collaborateurs les risques qu'ils prennent à faire telle ou telle manipulation avec leur smartphone ou avec leur device que la société leur mettait à disposition. Même constat? Oui, absolument. Aujourd'hui, on est à peu près sur le même constat. Nous, on a aussi au sein de Boine la chance d'avoir une division dédiée à la cybersécurité. Et clairement, ce sont les challenges aujourd'hui qui sont relevés. J'ajouterais qu'en plus de la cybersécurité au sens standard tel qu'on l'entend, il y a aussi beaucoup de demandes autour de tout ce qui est tour de contrôle de cybersécurité, de type ce qu'on appelle le SOC, le Security Operations Center. Et clairement, aujourd'hui, on arrive aujourd'hui, quand on discute avec nos clients, le passage au chapitre cybersécurité est quasiment instantané dès lors qu'on aborde des évolutions de réseau. C'est complètement le cas. Oui. Sur la mobilité, peut-être une dernière question, justement sur la sécurité. On entend beaucoup parler de tout ce que fait la 4G, la 4G LTE, l'évolution avec la 5G. Et on ne parle pas trop finalement de la sécurité de ces nouveaux réseaux mobiles. Alors c'est vrai que pourtant, c'est un enjeu. Et le paradoxe, quelque part, c'est que la 5G est plus sûre que la 4G. Évidemment, on apprend des expériences passées et elle est encore plus nativement intégrée dans la 5G. Mais en même temps, les enjeux sont plus importants. Si je caricature en 4G, peut-être que j'ai une vidéo qui ne va pas passer, peut-être que mon lien au débit mobile va se bloquer un moment. Mais en 5G, quand on commence à connecter des véhicules qui roulent ou des robots industriels, le risque humain ou financier est beaucoup plus important. Donc, c'est un peu la dualité, effectivement. À la fois, elle est beaucoup plus sûre, mais néanmoins, il y a aussi beaucoup plus d'attentes aussi en termes de résilience, de sécurité. Et donc, c'est l'enjeu dans lequel on s'inscrit. Et c'est vrai que pour nous, sans être trop long, c'est quelque chose d'un peu complet. Ça commence évidemment par les standards, la conception des produits, la manière de le déployer, de sécuriser la solution. Et puis, au final, c'est la manière dont c'est opéré. Si on fait tout ça et qu'à la fin, le mot de passe, il est écrit sur le tableau derrière, c'est un peu dommage. Donc, c'est cette vue un peu holistique qu'on essaie d'avoir. Mais c'est clairement un enjeu et on pense aussi un atout de ces nouvelles générations mobiles. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions et puis en tout cas d'avoir participé à cette table ronde. Et maintenant, je vais donner la parole à Gilbert Azoulay qui va interviewer Guillaume de la Balade. Gilbert, c'est à vous.